Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho, Xavier Yvon de l'autre côté de l'Atlantique qui suit la campagne aux États-Unis et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Alors bien sûr, pour commencer, je pourrais vous parler de la bataille des primaires qui est lancée, comme le titre Le Figaro, de la gauche encore dispersée, mais qui retrouve des couleurs, ça c'est la une de l'Humanité, ou de Libération qui enquête à l'appui, l'affirme, la droite, ça ne fait pas rêver. Si elle parvenait au pouvoir, l'opposition ne ferait pas mieux que la gauche. Je pourrais vous plonger dans l'opinion qui nous explique en long, en large et en travers comment les primaires chamboulent la vie politique. Mais ça, j'ai l'impression que je vais pouvoir le faire tous les matins dans les mois qui viennent. Alors non, et comme je sais que vous êtes nombreux à reprendre aujourd'hui, je vous recommande ce papier médicament en quelque sorte dans Aujourd'hui en France. C'est titré « On reste serein, chiche ?» pour l'interrogation quand même. Vous sentez fatigué? Eh bien rassurez-vous, il n'y a rien de plus normal. L'être humain n'est pas une machine qu'il suffit de réenclencher pour passer illico en mode TGV. Mieux, votre coup de mou est la preuve que les vacances vous ont vraiment permis de décrocher. Vous êtes débordé dès le premier jour, c'est pas grave. La rentrée ne doit pas être vécue comme un changement radical, mais comme une remise en route crescendo. Voilà, fort de ces conseils, si vous vous sentez vraiment très fort, vous pouvez lire l'interview de Bernard Cazeneuve qui fait la une de La Croix et réclame un islam de France ancré dans les valeurs de la République. Suite et toujours pas fin. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale ce matin. Le sourire et l'optimisme de Najat Vallaud-Belkacem à la une du Courrier Picard. Entretien avec la ministre de l'Éducation avant cette rentrée qu'elle juge apaisé. Pas d'apaisement en revanche à Nantes. Samedi soir, un rassemblement a dégénéré dans le centre-ville. Septembre sera chaud, estime Presse Océan. Plus léger, le journal de Saône-et-Loire détaille les perles des touristes. Et oui, c'est presque la fin des vacances, alors on peut se le permettre. Ma préférée, 4 supporters islandais qui ne trouvaient pas leur hôtel à Mâcon. Et pour cause, ils avaient réservé à Mâcon sans accent circonflexe. Macon, pourrait-on dire. Une ville située près d'Atlanta, aux États-Unis. Dommage. Dommage, oui. Un petit peu court pour y aller. L'histoire du jour nous emmène plus près de nous, au palais de justice de Marseille, où les nuits sont parfois agitées. Ça fait la une de la Provence. Qui, en page intérieure, évoque les travaux forcés inventés par la justice marseillaise, avec une audience interminable. Débutée à 14h vendredi, elle s'est achevée à 4h45 du matin samedi. Près de 15 heures d'audience. Au total, 20 dossiers. 32 prévenus à juger. Non, les juges doivent être frais à la fin. Et des scènes ahurissantes, exactement. Un policier qui s'endort sur son banc. Une jeune avocate commis d'office qui peine à trouver ses mots au petit matin pour assurer la défense de son client. Et c'était sans compter en plus les lumières qui s'éteignent à 1h du matin, avec des magistrats qui ont dû regagner leur bureau dans le noir, et une panne informatique qui a contraint le tribunal à rédiger les mandats de dépôt à la main. Pour la Provence, ceux qui ont été jugés à cette audience-là peuvent s'interroger, ont-ils été jugés correctement ? Ça sent les recours d'avocats, cette affaire. C'est donc à lire dans la Provence ce matin. Alstom, alors Axel de Tarlet, Alstom, succès à l'export, inquiétude en France. C'est un peu la schizophrénie d'Alstom et c'est à lire dans les Échos. Oui, puisqu'à l'export, je pense que vous êtes tous au courant. Cocorico, ce week-end, nous avons enfin vendu notre TGV aux Américains. 1,8 milliard, contrat record qui vont donc pouvoir filer. Alors, à 300, nous, il va à 320, 340 aux États-Unis. Il ira, une fois qu'on aura modernisé les rails, à 300 km/h, donc un peu moins vite. Il ne faudrait pas qu'il nous double non plus. Entre Washington et Boston. Mais enfin, c'est la première fois que les Américains vont découvrir la haute vitesse que nous connaissons depuis plus de 30 ans. Il est beau, ça dit, ce nouveau TGV là, qu'on a vu un peu ce week-end. Oui, alors on ne l'aura pas parce que c'est un TGV à un étage. Vous savez que la SNCF veut toujours des TGV à 2 étages parce que comme on paye au péage, elle veut mettre un maximum de gens dans chaque TGV. Je referme la parenthèse, je reviens sur les succès à l'export. Succès aux États-Unis, succès en Inde où Alstom a vendu 800 locomotives, succès à Dubaï avec le métro, succès en Belgique, en Pays-Bas. Et c'est pas anodin parce que souvenez-vous, il y a un an, on se disait quand Alstom aura vendu la branche énergie, Alstom sera trop petit et n'aura pas une couverture financière suffisamment large pour décrocher des grands contrats mondiaux. Et bien l'expérience montre que si, Alstom engrange énormément de succès à l'export. Quel est le revers de la médaille? C'est que les Américains, par exemple, on nous achète 28 rames TGV, mais ils disent je veux que ces TGV soient fabriqués aux États-Unis. Et donc, ça ne rapporte aucun emploi en France. Et en France, les usines françaises, elles, sont complètement... Ça rapporte un emploi, mais c'est quand même une bonne affaire pour le groupe. C'est une bonne affaire, ça fait travailler le bureau d'études et puis ça fait que on continue de fabriquer on continue de savoir-faire, on garde notre savoir-faire. Mais en revanche, les usines de Reichshofen ou les usines de Belfort, il y a énormément d'inquiétudes sur l'emploi parce que dans ces usines, on dépend des commandes de la SNCF, de renouvellement d'intercité. La SNCF n'a pas beaucoup d'argent et voilà comment on en arrive à ce titre. Donc Alstom qui rit à l'export et qui pleure à la maison.
Eh ben on y va aux États-Unis qui attend donc ces jolis TGV. Voilà Xavier Yvon et sa musique en toute simplicité qui nous fait vivre tous les matins la campagne américaine. Xavier, ce matin, cette enquête à la une du New York Times, c'est quand même juste la musique qu'on met à la Maison Blanche ou dans les cérémonies quand le président des États-Unis arrive. Hein. Ouais, tu n'as rien demandé. Hein. Non, bien sûr. Genre, Très très chic. ce matin, donc cette enquête à la une du New York Times sur les pratiques discriminantes de Donald Trump dans son empire immobilier, Xavier. Oui, ce même Donald Trump qui a traité Hillary Clinton de raciste il y a quelques jours, ce Donald Trump qui demande aux Noirs et aux Latinos de voter pour lui avec cet argument choc, hein, qu'est-ce que vous avez à perdre ? Eh bien, le Donald Trump promoteur immobilier, lui, a été accusé de pratiques discriminatoires par la justice américaine. Alors c'était dans les années 70, mais le New York Times ressort l'affaire. Les Noirs qui candidataient pour des logements dans les grands projets immobiliers de Trump, eh bien, étaient systématiquement refusé. Cette femme, par exemple, qui entend parler d'un appartement à louer dans l'immeuble d'un ami blanc, un building Trump à Cincinnati, quand elle se présente, on lui dit qu'il n'y a pas de logement vacant. Il y avait même, raconte le journal, des instructions pour que les agents immobiliers de l'Empire Trump marquent d'un grand C les dossiers des candidats noirs. C, à votre avis, pour ? C'est pour couleur. Pour couleur. Ah ouais. Personne de couleur. Impossible de prouver que les ordres venaient directement de Donald Trump, qui a toujours nié toute discrimination, mais le New York Times raconte une scène où son père, Fred Trump, qui a fondé l'empire immobilier, eh bien, donne une directive très claire à l'un de ses employés. Les procédures judiciaires ont pris fin avec un accord à l'amiable prévoyant l'accès des Noirs aux appartements Trump, mais ça a été appliqué, mais là encore avec discrimination, parce que les familles afro-américaines se retrouvaient confinées entre elles dans les plus mauvais logements. Les pratiques ont vraiment pris fin, en fait, avec l'évolution de la démographie, notamment à New York, parce que eh bien, la classe moyenne blanche a décliné et c'est devenu compliqué de renoncer à des locataires noirs. Voilà en tout cas une histoire qui ne va pas aider Donald Trump à devenir, lui, le prochain locataire de la Maison Blanche. Ah oui, c'est jolie chute. Jolie chute. Bon, cela dit, sur les problèmes de logement, on est en France, on téléphone quand on voit une annonce, il est libre l'appartement, et puis quand on arrive qu'on n'est pas trop blanc, souvent il est plus libre du tout, hein, et on est en 2016. Bref. Sorry, je me marie, c'est sur Énergie 12. Vous me laissez un peu tout seul là. Sorry, je me marie, c'est sur Énergie 12. Qu'est-ce qu'on peut dire À 19h45, c'est du lundi au vendredi. D'habitude, on rit, nous, à vos chutes, mais là, c'était difficile. Eh oui, pardon, je vous parle de télé-réalité. Moi, la façon à dîner presque parfait. Mais alors, sauf que les 4 candidats qu'on va rencontrer ce soir, ils vont pas juger leur plat, mais plutôt leur enterrement de vie de jeune fille. Oui, vous avez bien entendu. On prend 4 futures mariées qui assistent à l'enterrement de chacune d'entre elles et elles se notent mutuellement. Alors, direction Cannes, hein, vous allez voir la fête d'Hélène, 37 ans. Et alors, pour elle, un enterrement de jeune fille, c'est ça. C'est faire tous les interdits. Je préférerais donc mettre la main dans le slip d'un stripteaseur que d'aller me jeter au-dessus d'une falaise d'un soie à l'élastique, quoi. Voilà. À choisir, il n'y a pas photo. Voilà, il n'y a pas photo. Hein. Il y a du niveau là encore. Il y a du niveau. Hein. Alors figurez-vous que la journée a été organisée par sa maman avec déguisement, chant, danse sur la croisette, cours de pole dance évidemment. Et puis de quoi évidemment inquiéter les autres concurrentes pour la suite de la soirée. Alors écoutez bien la réflexion d'une des concurrentes. Ah mais imaginez, on va dans un truc de sadomasochisme là. Je sais pas, moi ça m'étonnerait même pas. Alors non, c'était sadomasochisme, elle n'arrive pas à le prononcer, la pauvre jeune fille. En fait, Hélène, elle aura bien droit à son striptease, évidemment. À la fin de la semaine, vous comptez les points. On ajoute une note qui est accordée par les maris, à qui la production a eu la gentillesse de montrer les images de la fameuse soirée. Ils sont pas partis en courant. Voilà, non, il y en a qui vont rester, mais je pense qu'il va y avoir des règlements de compte à la maison. Et celle qui gagne remporte sa robe de mariée. Bon, si vous l'avez bien compris, si je vous parle de ce programme, c'est pas par la qualité du programme, mais parce que c'est vraiment symptomatique de ce qu'on voit de plus en plus souvent sur toutes les chaînes, à savoir des programmes low cost qui remplissent les grilles avec un concept qui repose sur la même mécanique, à savoir des anonymes qui adorent se critiquer. C'est à regarder, bon évidemment comme un divertissement de fin de journée en se disant qu'on peut quand même faire autre chose en même temps, ou faire autre chose tout court. Ou faire autre chose tout court. Voilà. Je crois qu'Axel a quelque chose à vous dire, Eva. Oui, Axel, Eva. Moi, j'ai toujours détesté ces enterrements de vie de jeune fille ou vie de garçon. Oui. Je trouve qu'on a toujours l'air ridicule. Ah, mais c'est pas complètement. Et puis, je faux, trouve qu'au moment de se marier, si on n'a déjà pas envie de passer une soirée avec sa femme, mais qu'on préfère avec ses potes, Eh ben, on pas est bon mal barré signe. pour la suite. Exactement.